qui a été incompris, qui finalement se retrouve seul. Ceux qu'il a choisis n'ont pas fait le travail qu'il aurait voulu qu'il fasse. Pourquoi on détache toujours le président de la chaîne de responsabilité? Les autres ont mal fait, lui, il a tout bien fait. Oui, parce qu'il y a eu l'épreuve du pouvoir, Jean-Jacques Sy. Quand on parle de l'épreuve du pouvoir, le président Paul Biya a connu 2 étapes lors de son accession au pouvoir. D'abord, il fallait qu'il recherche d'abord la consolidation de son pouvoir. Cet ouvrage, d'ailleurs, je vais vous l'offrir. Vous allez voir la première décennie. Je vous donne les dates. 1982-1992. Recherche de la consolidation du pouvoir présidentiel. Avec tout ce qu'il a connu comme événement, je ne vais pas revenir sur la tentative de coup d'État, qui est d'actualité, qui est quand même encore d'actualité. On ne peut pas se comporter comme si Paul Biya, président de la République, n'a pas été victime d'une tentative de coup d'État, d'assassinat. D'ailleurs, lorsque vous prenez vous allez d'ailleurs voir que dans cet ouvrage que je vais vous offrir, vous allez voir les pages 124, 126, 127, vous aurez le temps de le lire, il est assez costaud. J'ai une confidence de M. Senghar que je sors dans cet ouvrage. Il me dit, le président, à un moment donné, est en difficulté. Il commence à tourner, et ça, vous allez le voir pour vous dire jusqu'à quel point je connais mon livre par cœur dans le page 124. Il commence à tourner en février, mars.
c'était celle-là, celle de savoir si finalement tout cela ne veut pas dire que le chef de l'État a un peu perdu le contrôle. Il n'a pas perdu, vous savez pourquoi? Pourquoi? Il a arrêté les remaniements ministériels. Dernière décennie. Et c'est bien parce que vous me relancez. J'ai donné des chiffres. Dernière décennie, vous savez combien de remaniements d'aménagement il a effectué? 2 seulement. 2. Alors qu'on a l'impression que ça va mal. Bon, alors vous comprenez? Ça veut dire que c'est un abandon ou c'est une stratégie? c'est une stratégie. Il pense à un moment donné qu'il doit partir. Mais le président l'a dit. Prenez son discours de février. Prenez son discours de la Saint-Sylvestre du 31 décembre. Mais il dit que sa détermination à vous servir est intacte. Reste le discours de partir. Et c'est le discours de quelqu'un, c'est un discours testamentaire de quelqu'un qui dit 42 ans, voire 45 ans après, pourquoi ne pas lui accorder 2 ou 7 mandats selon certains. Pour d'autres, il faut que ça s'arrête tout de suite. Mais à l'état d'abîme, des mécanismes de fonctionnement de l'État, Jean-Jacques Zé, vous n'êtes pas militant. Vous croyez vraiment que le président doit maintenant nous abandonner? Ce serait un abandon? Bien, moi je pense que, au regard des turpitudes de l'État, il a eu 2 types de stratèges autour de lui. Ceux qui n'ont pas été, voyez-vous, capables de lui dire, monsieur le président, ça ne va pas. Les biaïstes l'ont dit. Je vous assure, monsieur Jean-Jacques Zé, personne, je dis bien personne, les biaïstes l'ont dit, personne n'a critiqué. Les militants ne l'ont pas dit. Les militants n'ont pas dit. Il y a des militants c'est tout va bien. Oui, écoutez. Quand vous demandez de l'eau, on vous dit qu'il y avait quoi avant, par exemple. Oui, ça c'est. Vous prenez ça vient de Molambique, Tchaketez, et nous en avons parlé. Bon, mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'à un moment donné, on a écrasé ce qui pouvait et qui avait mis en place une dynamique progressiste. Qui les a écrasés? Les conservateurs qui ont occupé mieux que nous les postes, le premier camp. Parce que je vous dis, le premier camp, c'était des progressistes qui s'exprimaient. Mais le deuxième camp, qui nous a tapé sur la tête, qui nous a mis dans l'abîme. Mais regardez quelqu'un comme moi. Jean-Jacques Zé, je sors de la tombe. Je sors de la tombe. Parce que, quand je prends tout simplement le pan académique, même les pires opposants du président Paul Biya à l'université n'ont pas subi un sort aussi injuste que celui que j'ai subi. Alors, c'est comme cela que se caractérise la gouvernance. Oui, mais c'est parce que, avec des clans, des clans sous ses pieds. Oui, attendez, les réseaux règnent de tout bois. Ça, je peux vous dire que les clans, se sont aggravés. Là, vous donnez matière à ceux qui s'opposent au président Biya. Hein. Oui, mais en face aussi, nous ne sommes pas morts. Si c'est ça, pourquoi est-ce qu'il resterait encore? Si c'est ça, c'est ce qui se dit. Alors, c'est pourquoi les biaïstes, contrairement aux autres, disent attendons. S'il nous dit qu'il s'en va, vous allez voir que les biaïstes ne viennent pas chantonner au prétexte que Paul Biya doit rester, Paul Biya doit partir. Non, nous suivons le président de la République. C'est pourquoi ici je vous dis, le péché du deuxième camp, du premier camp, c'est-à-dire nous, c'est que nous, contrairement au deuxième camp, certains ont tout simplement mis en avant, à côté du président, la conservation du pouvoir. C'est-à-dire, à un moment donné, les 2 camps, je dirais même, appelons les 2 camps biaïstes, parce qu'il y a des biaïstes négatifs, très négatifs, et des biaïstes positifs. On ne vous demandera pas de citer les noms. Non, je ne vais pas le faire. Ça m'a déjà coûté cher. Encore là, je vous avoue qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai pris des coups, mais j'ai aussi donné beaucoup de coups. Ça, je vous rassure. Mais aujourd'hui, j'ai atteint un stade. Je continue à leur dire que la vérité, je cite ici mon frère et ami Charles Atebayene, c'est comme les fesses. Oui. Vous avez beau partir, revenir, redescendre, vous finissez par vous asseoir. Alors, donc, je crois que ce qu'il nous faut, comme a dit le président, il faut continuer à oser. Tout ce qui ne vous tue pas, Jean-Jacques Zé, vous rend fort. Et je continue donc à penser que il y a une autre gangrène, le discours tribal. On prie les armes. Est-ce que tous les anglophones sont contre le président? Donc vous comprenez que ce sont les questions de gouvernance. C'est un construit qui a des origines qui peuvent être identifiées, localisées. C'est ce que nous avons appelé moi.
dans mes travaux, vous savez, cette thèse a été soutenue dans les années 94, je parlais déjà du coup d'état scientifique. Mais j'ai matérialisé ça. C'est-à-dire, il y a deux types de guerres. Lorsque vous êtes agressé, vous avez des gens qui portent des gants, parce qu'ils ont peur des empreintes digitales, et qui portent des masques. Vous ne savez pas qui est derrière. Et de l'autre côté, il y en a qui viennent faire leur crime à visage découvert. Moi, je pense qu'à un moment donné, au regard de la situation actuelle, le président, malheureusement, n'a pas toujours eu la main heureuse. Vous avez... et cela est démontré dans cet ouvrage. Lorsque je vous parle de la recherche de la consolidation du pouvoir biaïste, je vous dis tout de suite que cette consolidation, elle est passée par la création du RDPC en 1985. Et vous savez ce qui s'est passé à Bamenda? Je cite encore Senga. Lorsqu'ils vont à Bamenda, vous avez déjà des grands militants assis de l'UNC. Mais les soupçons pèsent sur eux. Les présidents du comité de base, de sous-section, et bien d'autres personnes qui accompagnaient déjà le président. Je n'ai pas le temps de vous les citer. Mais à Bamenda, Senga me dit, dans un échange que je cite d'ailleurs dans cet ouvrage, chez lui, à la rue Javel, dans le 16e arrondissement, il me dit, lorsque nous sommes arrivés à Bamenda, malgré tout ce que j'ai fait pour accompagner le président, j'ai compris que on allait vers l'échec. Je lui dis pourquoi? Parce qu'à Bamenda, on a promu spontanément, d'abord, les intellectuels. Vous n'avez qu'à voir le circuit politique. Prenez tout simplement le secrétariat général du comité central. Professeur Famandongo, professeur Mokoko Mbunjo, professeur Ndembi Yebe, etc. Donc, il y a eu ce sarcasme politique de neutralisation où, dès Bamenda, il y a d'autres que je ne voudrais pas citer, ils sont entrés au comité central alors qu'ils n'étaient pas militants. Alors, qu'est-ce qui faisait la force du président Ahidjo? Le président Ahidjo avait autour de lui aussi il avait des intellectuels. Allez lire l'ouvrage de Christian Kouatobi, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Fresque des régimes Ahidjo, en 3 tomes. Mais il nous dit que, d'abord rappelons à ceux qui nous écoutent, Christian Kouatobi, c'est le premier secrétaire général de la présidence de la République sous Ahidjo. Et c'est lui, lorsque Ahidjo est vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, qui est son directeur de cabinet. Il dit, malheureusement, nous avions aussi des intellectuels qui se ralliaient à Ahidjo. Lui-même, Sengakwa, c'était un intellectuel, il était membre de l'UNEC, c'était la jeunesse UPCiste en France. Il y avait à côté des personnes comme Aïssi Vodo, qui, beaucoup ne le savent pas, qui a commencé à l'époque comme procureur de la République à Douala, ministre chargé de mission à la présidence. Il avait des intellectuels. Mais il savait où les caser. Quand il ne s'engageait pas en politique, il les laissait autour de lui, comme ce fut le cas avec des gens comme Samuel Ebois, ou encore des personnalités comme Bep Abdon. Bon, or, ici, on les a mis tous devant, et ils ont confisqué ce qu'on peut appeler l'idéologie du président. Ils ont confisqué l'intention présidentielle. C'est pourquoi aujourd'hui, conséquemment, nous sommes tombés dans le doute et dans ce qu'on peut appeler une montée du discours tribal. D'accord, on va poursuivre le discours tribal tout à l'heure parce qu'on va ouvrir les pages du nationalisme qu'on évoque de plus en plus ces derniers temps. Je vous fais lecture de quelques messages rapides. Bonsoir sur le plateau. Le Cameroun est le pays où l'on ne respecte pas les adages. Un adage dit, si une personne dit que le père dérange, on peut en douter, mais si c'est 1, 2, 3, 4 personnes, c'est-à-dire le gouvernement entre parenthèses, disent que le père dérange, il y a point de doute que c'est le père. Le problème JP Niam à Yaoundé qui semble répondre au professeur qui indiquait que c'est les autres qui dérangent, qui ont amené le Cameroun là où il se trouve aujourd'hui. Bonsoir mon frère, bonsoir au grand prof. Demandez à M. Messanga Niamdine comment il peut soutenir le chef de l'État Paul Biya, être biaïste et détester, contester son gouvernement. Il ne se contredit pas finalement. Nous voulons des éclairages à cet effet. Bonne émission. Ernest Zambo, journaliste événementialiste qui vous suit depuis Ekounou, fidèle et
inconditionnel téléspectateur de Grand Soir. Merci Ernest pour cette question. Le professeur aura certainement l'occasion de dire un mot là-dessus et ça nous permettra de faire le pont avec la suite de nos échanges. Je précise pour ceux qui ne le savaient pas, c'est peut-être un entretien en tête-à-tête, mais le même principe reste. Vous envoyez vos questions par SMS ou par message WhatsApp adressé au professeur. Mais si on résume celle qu'on a déjà parcouru, professeur, on va faire bref là-dessus. Oui, je vais vous dire quelque chose. La question des Zambo est tout simplement la preuve qu'il manque de culture politique. Vous savez, ça veut dire que beaucoup de gens manquent de culture politique. Oui, beaucoup, parce qu'on vous trouve quand même assez paradoxal. Oui, parce que c'est difficile de jongler entre le président, le bon et non, c'est parce que, vous savez, au Cameroun, le système statocentré de l'État a privilégié le décret et des personnes qui bénéficient des promotions et qui, à un moment donné, ont occupé des fonctions de pouvoir et des décisions dans la docilité. Mais lorsque vous avez été dans une école politique, écoutez, moi je n'ai pas honte de dire que j'ai commencé la politique à l'étranger, j'ai vu ce que c'est, j'étais déjà militant de la gauche en France, j'avais 18 ans. Bon, et Zambo, vous ne savez pas que les grands partis politiques se forment avec des courants. Il y a, quand vous prenez les mitterrandistes, il y a les fabusiens, vous avez les gaullistes, vous avez les gens comme les chiraciens, les baladuriens, etc. Alors, vous avez la culture que je peux appeler du sous-développement politique de ce monsieur Zambo. C'est que lorsque vous êtes dans un appareil politique, vous ne pouvez pas critiquer quand ça ne va pas. C'est la culture de la pauvreté, de la misère mentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et vous allez voir que soit on dit que vous parlez beaucoup, soit on dit que on ne sait pas où vous êtes, mais ce n'est pas de leur faute. Il faut éduquer politiquement certains Camerounais qui comprennent que vous pouvez être dans une maison avec papa. Moi, quand j'éduque mes enfants, les enfants peuvent me dire, papa, tu t'es trompé. Papa, ressaisis-toi. Ça ne fait pas pour autant que je vais taper sur ses enfants. Mais il a raison parce que nous sommes noyés. Nous, dans une politique. Vous étouffez. Le Cameroun. Vous étouffez. Pas moi. Oui. Les Camerounais, certains du moins, qui ne sont pas militants, ils n'ont pas compris que on peut. Écoutez, moi je peux critiquer le président Paul Biya. Un jour, je vais vous dire quelque chose, il y a un journaliste, Alain Foucault, un de vos confrères, qui m'a posé la question, professeur, dites-nous un jour ce que vous trouvez de mauvais sur le président Paul Biya. Vous savez que je lui ai dit, mais il ne punit pas suffisamment les Camerounais, ses collaborateurs. Donc je pense qu'à un moment donné, cela ne signifie pas que vous ne savez pas où vous êtes. Mais quand vous n'êtes pas politisé, mais vous sursautez, vous criez. D'ailleurs, M. Zambo, en 30 secondes, vous me donnez là l'occasion de vous raconter une anecdote, vraiment en 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Le président vient inaugurer le pont sur le Vouri, à Douala. Bien, on décide de mettre en place une dynamique qui va représenter le Grand Littoral, 9 membres du comité central. Je suis coopté. Alors, avant l'audience, Thomas Ayoum, membre du bureau politique, il me suit, il vit encore. Alors, il nous appelle pour qu'on signe les 9 et il nous dit, bon, le président n'a pas besoin de trop de bruit. Quand nous allons nous retrouver face au président, je crois que le président nous écoute sûrement là, il est en Vomeka. Eh bien, il s'en souviendra, d'ailleurs, avec sourire. Et il nous dit, voilà, vous les jeunes membres du comité central, vous Messaya, quand on arrive, il y a un seul porte-parole qui lit pour vous ce qu'il y a à dire au président. Bon, moi je ne voulais pas discuter avec Tobo, c'est un père, c'est un aîné, et puis c'est un grand ami de la famille. Et il y a un député du Mungo qui me donne un coup de coude, qui me dit, mais tu entends ça, donc nous on l'a fait là comme ça pour la figuration. Alors, j'ai dit à la députée à l'oreille, laisse. Quand nous serons devant le président, est-ce qu'ils vont nous empêcher de parler? Tobo nous dit, nous présente son syllabus et tout. Alors quand nous arrivons devant le président de la République, le président nous reçoit avec toute la courtoisie qui s'impose. Et puis, il dit, mes camarades, je vous remercie pour l'accueil dans le Vouri, dans le Grand Littoral, etc. Et puis, est-ce que tout va bien? On va prendre sa feuille. Il se met à lire.
et il dit que satisfaction totale, les Camerounais vous soutiennent, tout va bien. D'ailleurs, nous sommes dans de bonnes conditions pour préparer l'avenir. Le président dit bien, merci. Alors j'ai dit, excellence. Je vous dis, si vous avez osé, les yeux pouvaient tuer, Tobo, par son âme pour consigne de m'aurait fusillé. J'ai dit, excellent, monsieur le président. Il me dit, oui, le professeur Missanga Nyamding. Il m'appelle par mon nom. Il y a des témoins qui vivent encore. Ah oui, mais laissez-le. J'ai dit que vraiment, monsieur le président, si l'Ovouri se porte bien, l'Onkam ne se porte pas bien. Je vous dis, mais tout le monde le sait. J'ai tout expliqué au président, je ne vais pas venir le ressasser ici. Et ça veut dire que le président Paul Biya est un homme ouvert. Dernière anecdote. C'est bien pour les téléspectateurs. Parce qu'à la fin, ce qu'ils voudraient savoir, c'est pourquoi, malgré toutes ces observations, toutes ces critiques, pourquoi vous êtes resté biaïste, pourquoi vous êtes resté dans cette maison sans démissionner? Parce que je connais le Cameroun et j'aime le Cameroun. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que le Cameroun, au-delà de Paul Biya, c'est l'onklou. Je vous dis l'onklou, c'est une monnaie. L'onklou, en 1885, un clou valait 10 marques. Le Cameroun, c'est un pays des génies. Vous savez, il y a ici dans le monde 3 capitales qui sont sacralisées du fait de cette colline. Yaoundé, Jérusalem et Rome. Mais vous savez ce que les chercheurs ont découvert? Qu'au-delà de Yaoundé, le Mungo a cette colline. À l'ouest, il y a cette colline. C'est un pays sacré. C'est quoi? Vous faites quelle lecture? Dans la lecture que je suis en train de vous dire que... Mais parce que j'aime le Cameroun. Oui. Et je pense que... Mais le Cameroun pleure, Pascal me semble. Mais le Cameroun pleure. Il y a beaucoup de problèmes. Plus le Cameroun pleure, et ça c'est ma philosophie, plus il pleure, plus il ne faut pas faire peur au guide. Mais nous sommes en plein vol. Et sur le guide, l'avion Cameroun est en train de tanguer. Il y a des risques de chute. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez sur le pilote. Vous ne sautez pas en parachute. Ou vous faites confiance au pilote. C'est la position des biaïstes. Donc actuellement, vous dites... Mais alors demandez-moi, est-ce que le Cameroun va bien? Est-ce que le Cameroun va bien? Non. Il va même très mal. Il va très mal. Sur le plan politique, oui, il y a une division et l'implosion du tribalisme. Oui. Il y a la guerre du Nozo. Il y a l'insécurité à l'est chez vous. Il y a la vie chère. Il y a la vie chère. Oui. Il y a le chômage des jeunes. Sur le plan économique, mais les entreprises battent de l'aile. Vous savez, lorsque le président... Vous n'avez pas été fier d'être biaïste. Je suis fier parce qu'il y a une idéologie qui n'est pas appliquée. J'ai exemple. Je vais encore parler 42 ans. Monsieur Zambo, qui a écrit, je voudrais lui dire ceci, qui vient de me rejoindre un peu, je vais lui dire ceci. Monsieur Zambo, la politique s'est faite. D'ailleurs, vous ne lisez pas dans les offres aujourd'hui quelqu'un qui peut tenir le gouvernail dans l'opposition, ce que vous connaissez. Écoutez, au nom de la consolidation de l'État camerounais et le ralliement anglophone-francophone, décidez de retrouver le président Paul Biya sur une même assiette. Le président Ahidjo sur une même assiette. N'oubliez pas qu'il faut dire qu'en 83, il était à 2 doigts d'aller en prison. Oui. Lorsqu'il fait appel à M. Chirouma a été en prison. Lorsqu'il fait appel à Moustapha Amadou, il s'apprêtait à aller, il a vécu en exil. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des personnalités comme Jean de Dieu Momo. Moi je me rappelle, lorsqu'il a fallu battre la dernière campagne en 2018. Vous voulez que je vous fasse une confidence? C'est moi qui accompagne Momo à la présidence. Pour qu'il soutienne la candidature du président Biya. Le président voulait le voir. Momo vit. Donc vous comprenez que je me rappelle encore de Jean de Dieu Momo lorsque nous traversions le rond-point. Il me dit que tu m'amènes vraiment. J'ai dit que tu t'amènes chez le président. Et vous l'avez amené là-bas. Je l'ai amené. Il en sort. Est-ce que je parle devant une télé? Aujourd'hui, les ministres. Mais non, cela veut dire que le président Paul Biya fait des concessions. Lorsqu'on dit gouvernement RDPC, moi j'ai du sourire. C'est au-delà du RDPC. On est d'accord. Vous comprenez? Lorsque vous parlez du pouvoir, on a l'impression que c'est Biya
et c'est bien. C'est autour de lui qu'il faut construire les consensus, c'est autour de lui qu'il faut voir des alliances. Vous ne voyez pas le Cameroun sans Biya. Si les autres n'ont pas des ambitions présidentielles à gouverner, que voulez-vous que le président Paul Biya fasse? Vous pensez vous savez, je suis Maurice Kamto n'en a pas, Joshua aussi non, n'en je a dis pas. dans les consensus de représentation. D'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose. Il y a des exceptions, Jean de Dieu Momo. Chaque fois qu'il y a eu une alliance, ce qu'on appelle les alliés traditionnels entre le pouvoir du président à travers lui, le RDPC et les autres, ces consensus se sont créés à partir de la représentation parlementaire. Le Parlement, c'est le peuple. Hein. C'est-à-dire le président Paul Biya, sur un certain point, a été cohérent. Et je pense que si le président Paul Biya avait, et je continue à le penser, d'ailleurs autour de lui, des personnes qui voulaient gouverner, ben écoutez, les Belle Bouba Magari auraient gouverné. Les Issa Chiruma Vous auraient estimez gouverné. qu'ils n'en voulaient plus, qu'ils les ont atteint, comme le ministre Momo leur dit, leur gars politique, être ministre ou ministre d'État, ça s'arrête là, il ne présentait plus d'autres ambitions. Là, on ne peut pas le dire. Oui. Monsieur Bell est encore compétitif. Chiruma est compétitif. N'oubliez pas que Mais les Camerounais commencent à les classer au niveau des âges assez avancés. Bien, ça c'est... Chiruma, Paul Biya, Kamto et consorts, il y a un gros débat sur l'âge de 50 ans. Alors c'est pourquoi je continue à revenir sur votre point essentiel qui consiste à dire que ce n'est pas la faute du président. Si les autres ont refusé de gouverner et ont estimé qu'ils pouvaient être managés. Il faut reconstruire. Et d'ailleurs, c'est là où vous avez commencé par évoquer la question nationaliste. Mais le président Ahidjo l'a fait. Vous avez vu tout le débat dans cette transition que nous sommes en train de faire là, sur ce plateau, entre les nationalistes, les non-nationalistes. Vous savez que certains veulent écrire l'histoire de leur façon. Mais la question est celle de savoir si l'histoire du Cameroun est connue, si elle a d'abord été écrite, oui, et si elle a enseigné, si elle est connue. Oui, je vais vous dire pourquoi. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Certains compatriotes ne sont pas sérieux. Si je me mets à vous faire un récital bibliographique, voilà une thèse de sciences politiques que j'ai soutenue, Sciences pour Inalco, en 2 tomes, j'ai à peu près 1600 référents bibliographiques et notes infrapaginales. Et dans cette thèse qui porte sur les relations entre la France et le Cameroun, il y a eu beaucoup d'écriture. Ils ne lisent pas. C'est-à-dire que lorsque le professeur Koufan est venu, qui était dans ce que il a dit Macron, qu'il fallait ici lever les archives, oui, à l'effet de voir la responsabilité de la France. Voilà encore un cas que je vais vous dire ici, Jean-Jacques Zé. Les gens disent, oui, M. Macron, comment il peut demander à les Camerounais d'aller... Non! Macron a dit, vous parlez trop, vous les Camerounais. Moi, je mets en place une commission qui viendra me dire jusqu'où la France a été responsable des crimes au Cameroun. Vous voyez comment j'explique ça simplement? C'était ça. Beaucoup ne savent pas. Ils écoutent les commentaires à la télé, ils vont sur Internet, ils vont demander, peut-être comme je l'ai dit maintenant, certains vont comprendre. Il s'agit d'une position française, avec l'argent des Français. Et Macron dit bien, pour voir la responsabilité de la France dans cette affaire, sur les tueries, parce qu'on en parle trop, lors des sommets diplomatiques, lors des rencontres bilatérales, c'est-à-dire État à État, lors des rencontres multilatérales, État et organisations internationales. Et M. Macron dit, bon bien, je avais autour d'une Française, Mme Ramondi, et je prendrai même les Camerounais pour nous ressortir la responsabilité de la France. Ce travail a été achevé? Oui, vous savez ce qui en sort. Dites-nous. On n'a pas eu la chance. Regardez la page 173 ici. La page 173. Oui, vous allez seulement voir le titre. Et vous allez voir que... il en sort 3 choses très importantes que je vais vous dire. Allez-y. Première chose, cet ouvrage rend hommage à l'UPC.
Deuxième chose, cet ouvrage nous montre que les colons ont moins tué les Camerounais que les Camerounais eux-mêmes. Oui. Troisième chose, c'est une bérésina contre la France. C'est pourquoi, avec un groupe d'amis, nous avons mis en place une réflexion pour demander les réparations. C'est-à-dire que le travail de ces historiens camerounais et français que je salue, c'est que ils reconnaissent quand même qu'il y a eu des crimes. Alors quand on vous dit qu'il y a eu des crimes, ce n'est pas à ces historiens qui sont allés. J'ai même entendu quelqu'un bricoler pour dire que non, ce que les gars racontent dans le plateau, c'est pas ça. Mais ils ne lisent pas. Ils ont des bons yeux. Vous allez lire cet ouvrage, je crois de 1023 pages, et vous voyez ce que moi j'ai retenu d'essentiel dans cet ouvrage, c'est que les Camerounais ont beaucoup plus tué leurs compatriotes que leurs colons. Alors comment ça? Je vais vous dire. Cet ouvrage, c'est 4 parties. Vous allez voir la première partie, c'est 1916-1955. 55, c'est parce qu'il y a le congrès de l'UPC. 16, c'est la Première Guerre mondiale. Deuxième partie, 1955, c'est pas moi qui l'ai écrit. Deuxième partie, 1958. 58, c'est la mort de Oumyobé. C'est le congrès de 55 qui fait de Moumié le président de l'UPC. Suivez-moi bien. Troisième partie, c'est 1958-1964. 58 parce que Oumyobé est mort. Entre-temps, en 60, le 30 novembre, Moumié est décédé. Et lors de l'empoisonnement de Moumié par un certain Bétiel à Genève, il y a 2 vice-présidents en 55 qui sont consacrés au sein de l'UPC. Ça, il faut le dire. Il y a Abel Kingé et il y a Ernest Ouandjé. En 64, Ernest Ouandjé prend la tête de l'armée de libération nationale du Cameroun. Suivez-moi très bien. C'est une partie importante. Bien. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne travaillent pas, qui critiquent ce rendu, alors que le Cameroun, on écrit, il y a beaucoup d'écrits. Allez lire les livres de Lenga Bouenga, problème national au Cameroun. Allez lire le livre d'Achille Mbembe, écrit sur le maquis. Allez, il y a tellement, il y a une littérature sauvage. Lorsque moi, j'ai écrit cette thèse, où je montre comment la France, à côté d'Aïdjo, a participé à la consolidation de l'État du Cameroun, mais je me suis rendu compte que les rendus, j'en discutais avec M. Koufan, des archives que moi j'ai vues à l'époque à l'ambassade de France, vous disent que Ouandjé, je reviens tout de suite sur lui, parce qu'il fait beaucoup de polémiques, s'est livré, archives de l'ambassade de France, ou encore, deuxième point, certains disent que Ouandjé a été capturé. Mais dans la vérité des recherches, Ouandjé a été livré par Monseigneur Dormo. Alors quand vous voyez donc le problème national au Cameroun, il faut mettre au clair 3 choses. 1. Le mouvement nationaliste camerounais n'a pas commencé avec l'UPC à sa création en 1948. C'est faux. Le mouvement nationaliste camerounais a commencé avec les chefs Malimba, avec des personnes comme Rodolphe Douala Mangabel, avec d'autres personnes, on peut continuer à les citer, Martin Paul Samba, etc. Parce que c'était un mouvement nationaliste sans parti politique. Deuxièmement, il faut le dire avec autorité. Mais quand il y a des assises entre universitaires, que les gens viennent nous dire que les autres étaient nationalistes, d'autres étaient, c'est faux. L'UPC a été une aile politique africaine du Parti communiste français. Je donne des références. Allez lire Gaston Donat, Cameroun, Algérie, j'accuse. C'est ce syndicaliste français qui était un colon communiste, mais qui met en place l'UPC. Comme de l'autre côté, Odjoula met en place le bloc des démocrates. Il y avait donc une bataille entre les partisans du camp occidental, qui étaient les Amadou Aïdjo, et que moi j'appelle les réalistes, et de l'autre, les nationalistes, les idéalistes, parce que moi je dis qu'Aïdjo était nationaliste, tout le monde était nationaliste, tous.
Les gens racontent ce qu'ils veulent raconter, ils ne veulent pas travailler, on passe le temps dans les amphis, on finit par perdre les yeux, user nos fesses, trouver nos pantalons. Et ne respectez pas ça. Oui, non, ils viennent vous dire, ce travail. Bon, alors ils viennent vous raconter leur vie. Écoutez-moi bien, Jean Zagé, je le dis avec autorité. De ce point, je partage le point de Mathias Eric Ouonanguini et bien d'autres. Il y avait d'un côté les réalistes qui savaient que le blanc est là. Si vous vous amusez, il vous met à terre. Pour preuve, lorsque Wandje prend l'armée de libération nationale et prend la tête du comité national, le CNO d'organisation, il est sur un territoire indépendant. Quelle était la vocation de l'UPC? Il y en avait trois. Premièrement, l'indépendance du Cameroun, on l'avait obtenue ou pas? Deuxièmement, la réunification, on l'avait obtenue ou pas? Donc, maintenant, l'amélioration du cadre de vie. Donc, qu'est-ce qui pouvait expliquer et amener des gens à vous dire que, pour moi, d'abord, je voudrais être clair, hein, c'est un héros, Wandje était un héros. Parce qu'il s'est battu. Ça, c'est ma prise de position, mais qui a fini maquisard. Maquisard. C'est l'histoire qui le dit. C'est les faits. Ça n'a pas, ce sont les faits. Oui. Je vous dis bien que quand Wandje Ernest prend le maquis, prend la tête de l'armée de libération nationale du Cameroun, Cameroun avec K, celui qui prend le... Ils avaient ce qu'on appelle des grands pôles de défense. Hein? Celui qui contrôlait la zone de Mulundu, c'était Ougli Massaga. Le deuxième pôle d'action, c'était l'ouest Bamileke. Le troisième pôle, c'était le Mungu. Le quatrième pôle, c'était le Vouri. En fait, toute une organisation, je crois qu'il y avait 8 pôles dans ce sens qui avaient encerclé le président Ahidjo. Vous savez qu'il était à deux doigts de perdre le pouvoir entre 1960 et 1964. Vous savez comment? Parce que il y avait au Congo, et je mets au défi ceux qui en doutent, Kasavubu, qui était pro-français et qui soutenait le régime Ahidjo. Malheureusement, en 1964, lorsque Wandje arrive à la tête de l'UPC, au Congo, Brazzaville, Kasavubu est renversé et c'est Massamba Deba, hein, c'est Massamba Deba, un anti-français qui prend les affaires et héberge les Ougli Massaga et ouvre le front où Osebe Afana a été d'ailleurs tué. Alors, pour résumer tout cela, vous dites oui. que Ernest Wandje était un héros, mais après il a fini maquisard. Oui. Est-ce que maquisard n'est pas le terme qu'on a bien voulu mettre dans la tête le maquisard, vous savez, lorsque vous faites ce qu'on appelle la recherche empirique, ouais. Je voudrais publier, vous savez, moi je publie dans mes travaux mes 2 tomes de thèse qu'on retrouve dans toutes les bibliothèques. Hein. D'ailleurs, cette thèse a eu le prix de l'université. Hein. Et je voudrais vous dire que Wandje Ernest, il y a 2 temps du héros. 1955-1960. Parce qu'il faut le dire. Et moi, je suis arrière-petit-fils du péciste à Yabassi. Il faut vous dire que les nationalistes, en dehors du bavardage militant et excitant que font certains qui se sont autoproclamés nationalistes, oui, ils voulaient l'indépendance. Un combat noble. Vous comprenez, un combat noble. Oui. Wandje y était. D'ailleurs, je vais vous dire, lorsque vous prenez l'ouvrage de Ougli Massaga, parce que c'est Ougli qui était le chef, le commandant Kisamba. Oui, commandant Kisamba, qui s'est rallié à Wandje lorsque Moumie est tué. C'est Ougli qui tient le front de Mulundu. C'est-à-dire, Ougli s'est rallié au centre à Ernest Wandje, qui était un homme très intelligent, pondéré, mais qui a été vite débordé par les exactions du maquis. Je vous donne quelques sources. En dehors de M. Sabaleko,
Si vous prenez tous ces gens qui bavardent, qui crient à la mort, qui crient à l'injustice, demandez à ces personnes qui était préfet du Mungo lorsque Wandje fut arrêté. Je vous donne son nom. Qui était préfet? C'était Enamba. Écoutez-moi bien. J'ai discuté avec Enamba lorsque je faisais ma thèse. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit dans les bibliothèques de Londres, Beaubourg, Cujas et partout où nous sommes allés, il y a ce qu'on appelle le terrain, l'empirisme. Oui. Bien, suivez-moi bien. Le commandant, le capitaine militaire de la zone du Mungo, c'était le capitaine Samombo. Il a fini sa vie générale. Sa famille nous écoute. Tous peuvent témoigner de ce que c'est lui qui était en Konsamba comme capitaine. Il a fini général sur Paul Biya. Je l'ai rencontré. Je le cite sur les pratiques du maquis. C'était la mort. On égorgeait, on éventrait les femmes, on tuait. Je vous dis bien qu'entre 64 et 71, malheureusement, les Wandje étaient impliqués dans des crimes graves. D'ailleurs, il a été jugé et pendant ce jugement, il a reconnu les faits. Mais c'était le héros qui malheureusement tombait sous le coup de la loi. Mais non, martial. Oui, il y a un décret. Permettez-moi, je vais revenir. Permettez-moi 30 secondes. Parce qu'on a le temps maintenant. Bon, on va aller vite. Oui. Le commandant de compagnie de gendarmerie, en juillet, août 71, j'ai ça dans mes travaux, lorsque M. Wandje est appréhendé, est arrêté, ce commandant s'appelle le capitaine Man. Il a fini colonel, il est décédé il y a quelque temps. Il a écrit un livre. C'est lui qui a escorté Wandje dans l'avion militaire qu'il a amené à Yaoundé. Je cite également Man ici. Et dans l'avion, Wandje lui dit: j'ai été trahi par Ndormo. Vous savez pourquoi? Le commissaire spécial de renseignement. Vous voyez que moi je vous donne des détails. Je suis sur un plateau de télévision, ça va rester à YouTube. Du Mungo, lorsque Wandje est arrêté, je l'ai rencontré. Vous savez comment il s'appelait à l'époque? C'est le commissaire Guillaume Meka, qui a fini sa vie divisionnaire. Guillaume Meka, il est mort il y a 7-8 ans aujourd'hui. Je l'ai rencontré. Et c'est là où on a compris que le président Ahidjo, je l'explique dans mes travaux, donnait des subsides à Ndormo. Pendant que Ndormo entretenait la guerre et la bataille à l'insu d'Ernest Wandje, qui était à l'évêché. C'est-à-dire que, en tenue de prêtre, Ahidjo lui donnait de l'argent. Il y a des traces, il y a les écrits des Fauchibé et de bien d'autres. À l'effet de négocier avec Ernest Wandje. Malheureusement, Monseigneur Ndormo ne le faisait pas. Et Ahidjo a même mis de l'argent. Lorsque vous lisez certains travaux et vous allez aux archives, où on retrouve que le président Ahidjo a demandé un jour à M. Ndormo: mais Monseigneur, est-ce que ce monsieur ne peut pas être évacué à travers le Nigeria? Ndormo avait peur de deux choses. Si il négocie, Wandje retrouve Ahidjo, on va découvrir qu'il y avait de l'argent, un pécule qu'il n'avait jamais reçu. S'il laisse Wandje sortir, ce nationaliste qui à un moment donné était débordé parce qu'il y avait des exactions qu'il ne maîtrisait plus. Absolument. Parce que quand il y a eu des résistances dans la zone Bassa avec Yedna Leba, et de l'autre côté il y avait un autre qui s'appelait Makanda Pout. Mais le grand maquis criminel à l'ouest, c'était des gens comme Kamdem Nenim, qu'Ahidjo a fusillé. Et de l'autre côté, dans le Vouri, on appelle justement ces pôles de division. La division du Vouri, des maquisards, des assassins qui estimaient que Ahidjo ne s'est pas battu pour l'indépendance, il doit partir. Celui qui tenait le grand Vouri avec des crimes, c'était Tanke Noué. D'accord. Donc vous voyez que lorsqu'ils sont donc appréhendés, le président Ahidjo met donc la main sur
les principaux lieutenants. Takala Célestin, lieutenant de Wandje. Wambolo Courant, lieutenant de Wandje. Mais vous avez quand même des gens qui viennent vous dire que le maquis ou des milliers de Camerounais, vous avez ça dans ces références de livres. J'ai entendu un docteur, chacun veut dire ce qu'il veut, mais moi je suis prêt à un débat ouvert, avec des archives. Oui. Hein, qu'on nous organise un colloque ouvert. C'est aussi ça la faiblesse de l'État. Nous parlons de la faiblesse de l'État. Si nous avions un instrument comme l'Institut des sciences humaines, qui a été fermé, je ne sais pas si vous avez connu cet Institut des sciences humaines, où on a estimé que les intellectuels devenaient des rebelles, on n'aurait pas eu tout cela. Je crois que, concernant les écrits, je vous dis, tout jeune chercheur qui vient me voir un jour, je suis ouvert, je mettrai une centaine d'ouvrages à la disposition à l'effet de démontrer que sous Ahidjo, c'était des maquisards. Et vous vouliez parler de la réhabilitation à partir du décret de 91. Qu'est-ce qu'il dit ce décret? Fait de quoi? Ce décret consacre certaines personnes au rang de héros national. Faux. Et interdit justement qu'on puisse des langages. Bon, vous voyez donc que... Et c'est là où j'ai dit que... Le décret existe. Les gens... Qu'est-ce qui est faux? Le décret décembre. Je l'ai dans certains domaines ici, dans des délits. Il est connu. Vous tapez Google, vous l'avez. D'abord, il ne consacre aucun héros. Le décret parle des réhabilitations de certaines figures de l'histoire. Je vous en prie, si vous avez Google là, tapez le décret. Allons-y, pendant qu'on fait la recherche. Bon, oui, pendant que vous faites la recherche, pour lui, ce décret parle de réhabilitation. En français épistémologique. À dire épistémologique, c'est la capacité à repenser les sciences. Lorsqu'on parle de réhabilitation, on dit que vous, Jean-Jacques, vous êtes réhabilité. C'est quand on reconnaît que vous avez fait des crimes. Mais au regard de certains faits de l'histoire et de la bravoure qu'on vous reconnaît, on demande de vous pardonner. Vous comprenez? Prenez réhabilitation, tapez synonyme de réhabilitation dans les dictionnaires et les encyclopédies de langue française, c'est le pardon. Et comme nous avons des gens, je vous dis, qui ne lisent pas, et c'est ça même le problème de notre université. C'est ça le problème de certains intellectuels. C'est pourquoi vous voyez, les gens ne sont pas à leur place. Des grands magistrats, par exemple, au Cameroun, c'est une parenthèse. J'aime bien faire des transversales, qui écrivent des livres, qui sont des docteurs. On les envoie en brousse, ils deviennent des spécialistes de règlement de problèmes de sorcellerie ou de vol de chèvres. Alors le décret du 16 décembre 91 porte réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Voilà. Lisez-le. Article premier. La présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun aujourd'hui disparues qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Alinéa 2, en application des dispositions de l'alinéa ci-dessous, sont réhabilités Monsieur Amadou Ahidjo, Oumniobé, Ruben, Moumie Félix, Wandje Ernest. Article 2, la réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet de dissiper tout préjudice négatif qui entourait cette référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait et autres. Réhabilitation. Ça veut dire que tous ceux qui vont nier leur action à un moment donné de patriotes, peuvent être même poursuivis. Et cet article a été évoqué par certains disaient, bon, pourquoi on n'applique pas ça à Limbi Lobé? Non, ils l'ont mal interprété. Et Limbi Lobé dit que à cette période, il a été, je condamne, oui. Parce que vous voyez le mot, c'est un gros mot. Voilà. Vraiment, c'est pour moi un sacrilège de le dire. D'accord. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné de notre histoire, c'était des rebelles, des anticonformistes, des hors-la-loi, et malheureusement, c'est à ce titre que le président Ahidjo a fusillé Ernest Wandje. Si j'avais un livre à écrire sur Wandje, je dirais Ernest Wandje, patriote et maquisard. Et personne ne me condamne. Et là, vous aurez les arguments pour le défendre. Oui, patriote et maquisard. Et si vous écriviez sur Ahidjo?
Aïdjo. Parce qu'ils sont tous concernés par le même décret de réhabilitation. Oui, mais je pense que cela a été, et c'est là où je pense, il y a l'un qui a fusillé l'autre. Oui, c'est là où moi je garde ma personnalité politique et académique. Ça a été une erreur du régime. Vous voyez, de mettre le président Aïdjo, qui a été président de la République, et qui a construit le Cameroun moderne, à côté des personnes qui se sont battues idéologiquement, mais qui malheureusement n'ont jamais eu de mandat. Vous savez que il faut faire attention, hein. Il y a des choses qui se sont faites parmi ce que moi j'appelle le processus de règlement de compte des partisans du président Aïdjo sur du président Biya sur le président Aïdjo. Moi je suis de ceux qui soutiennent que ça a été une erreur de traiter Amadou Aïdjo comme on a amené à un moment donné le gouvernement, l'État camerounais à le traiter. C'est pourquoi je continue à dire que c'est un enthousiasme qui nous a foutus dans une situation complexe comme celle qu'on vit aujourd'hui. Quoi que l'on dise, quoi qu'il ait fait, malgré son tort, le président Aïdjo a quand même été président de la République de ce pays et ses œuvres sont là. Je crois que ces œuvres sont visibles. Oui. Lorsque vous voyez quand même le palais de l'unité, lorsque vous voyez le palais de congrès, lorsque vous voyez toutes les grandes écoles, les NAM, l'IRI, Polytechnique, les universités, lorsque vous voyez quand Aïdjo s'en va, je l'ai dit dans mon livre, hein, ce livre-là, oui. Il laisse 750 sociétés d'État, oui. Je vous dis bien 750. Quand on voit ce qu'est devenu la Camer et certaines choses, je continue à dire que ceux qui ont amené l'État à banaliser le président Aïdjo ont eu tort. Y compris mon mec politique. Parce que je suis sûr que les internautes vont dire que qui était à la tête de l'État, c'est le président Paul Biya. Il n'est pas infaillible. Sur ce plan bien précis, je crois que le président Aïdjo sera mieux réhabilité par l'histoire si le président Biya lui-même ne le fait pas avant son départ. C'est parce que moi, je suis biaïste. Le président Paul Biya, personne ne l'enlèvera de mon cœur. Mais il faut avoir la capacité à dire que, à propos du président Aïdjo, quel que soit ce qui s'est passé, il ne méritait pas le sort qu'on lui a réservé sur le renouveau. D'accord, on va sortir de l'émission, on n'a plus beaucoup de temps. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le professeur Messanga était l'un de ces intellectuels que je prenais du plaisir à suivre sur les médias. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il n'était voilà, prêt à dégainer le pistolet lorsque ses intérêts sont menacés. Il n'y a pas de logique dans ces déclarations. Les femmes Ndongo et autres le connaissent véritablement. Tant mieux. Bouba de Kaélé. Tant mieux, mais moi j'ai ma personnalité. Oui. C'est ça, je m'appelle Pascal Messanga Nyamding et j'ai mes idées que je défends. Et vous défendez. Oui, vous pouvez ne pas m'aimer, mais d'autres peuvent aussi m'aimer. C'est votre position que je respecte. Alors, pour être président au Cameroun, il faut que votre nom soit constitué d'un certain couple de noms. Je ne comprends pas. Je peux le démontrer avec le nom des personnes ayant déjà occupé ce poste ou servi à ce poste au Cameroun. Si Paul Biya était encore au pouvoir, c'est parce qu'aucun candidat ne s'est présenté avec le type de nom aux élections jusqu'à ce jour. L'exemple de ce nom, c'est quoi? Gustave Bérabor, tu nous perds un peu. Il faut quel genre de nom pour être candidat à une élection présidentielle et envisager remporter? À quel âge le président Paul Biya ira se reposer au village? Parlant des opposants au Cameroun, le professeur Maurice Kamto a tout pour gouverner ce pays. Nous l'avons vu batailler pour récupérer Bakassi. Voilà, pour vous dire que... Non, vous savez, pas compris. Ils n'ont pas... Non, moi j'ai compris. C'est qu'à un moment donné, il y a une camtophobie qu'il faut reconnaître. qui est nourrie par... qui est nourrie par de nombreux extrémistes qui ont fait de Kamto, et ça j'ai aussi le courage de le dire, et des Bamileke, les boucs émissaires. D'ailleurs, Jean-Jacques, je vais vous faire remarquer quelque chose. Chaque fois qu'une élection présidentielle, je l'ai vu déjà en 92, avec la maturité, je vois ce qui se dessine. Au lieu de régler les problèmes des Camerounais au quotidien, la guerre du Nozo, les problèmes de chômage et tout ce que nous connaissons, certains vous mettent toujours en avant, c'était d'abord avec Foundi, l'élan anglo-bamileke, 2018, Bamileke, et aujourd'hui, vous voyez que, au lieu de régler nos problèmes, les changements attendus de gouvernance sont là. Mais les gens ont créé une camtophobie à l'effet de vous dire que vous voulez que les Bamileke prennent le pouvoir. Maintenant, parlons des Bamileke.
ce sont des gens dynamiques. Je dis... Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, oui. Qu'est-ce que vous, qui dites que oui, un Bamileke va pas... Qu'est-ce que vous allez nous faire? C'est eux qui tiennent les quincailleries, c'est eux qui tiennent les entreprises privées, c'est eux qui tiennent les banques, c'est eux qui tiennent un certain dynamisme. Qui peut faire le Cameroun sans les Bamileke, sérieusement? Mais malheureusement, à côté, eh bien, il faut aussi reconnaître que des groupes extrémistes Bamileke, et notamment certains intellectuels, ont alimenté ce sentiment. Oui. Je vous parle des années 90. Là encore, vous savez, moi, je n'ai pas envie de me faire aimer. Je sais que les gens seraient même, et je suis un homme populaire, très populaire au Cameroun. Je vous assure, si ce n'était pas Paul Biya, moi, je me présente à l'élection présidentielle, très peu de gens peuvent me battre. Mais je vais me sacrifier jusqu'au bout pour le président. Vous savez, les gens parlent. Alors, vous suivez-moi bien. Bon, alors, je vous donne... Et là encore, vous allez voir cette bibliographie dans mes travaux de thèse. 92. La société civile, association des taximans, Tafo, un Bamileke. Association de footballeurs opposés à Pobia, Njonke Bonaventure, un Bamileke. Association des étudiants, Saint-Fouc Tokam, un Bamileke. Bon, le CDH de mon ami, Baptiste étudiant droit de l'homme, un Bamileke. Les cartons rouges, je joue un jeu. Faites aussi attention. Surtout qu'à cette époque, je peux toujours en citer, que des intellectuels ont estimé que 1992 était le moment pour foutre les bêtises à la porte. Allez lire les journaux, notamment Challenge et une coupure que j'ai encore. Hein, de la Sainte Trinité. Même pas la Sainte Trinité, comment il s'appelle le l'acteur en chef de Challenge Hebdo là, qui est Littoral Hebdo aujourd'hui, son nom va me revenir. Et qu'est-ce qu'il écrivait? Les bêtises sont bons à baiser les femmes, les bêtises, c'est le plantain, et la boisson, etc. Bon, alors vous voyez que des ouvrages ont accompagné cette dérive. Je vous les cite. Allez lire la problématique de l'unité nationale au Cameroun, de Keye Pokam. Au magistrat, il a même été vice-président de la cour d'appel. Il dit, les Bamileke, partout où ils sont, c'est là où il y a des dynamismes. Bon, et ils sont de là. Allez lire l'ouvrage de Jean-Louis Dormeau, le dynamisme Bamileke. Alors vous voyez que quand ça revient dans ce Camto, vous savez, les paroles, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Il devient victime. Et c'est lui qui a été le préfacier, malheureusement, de l'ouvrage de Keye Pokam. Mais comment faire pour éliminer ce discours, ce repli identitaire, ces batailles tribales qu'on observe aujourd'hui? Comment on peut faire pour les éliminer? Il faut bien gouverner le Cameroun. Parce que vous voyez, les motifs d'un système qui, sur certains plans sectoriels, a mis le pays par terre, a entraîné le tribalisme pour distraire les gens. Autant je condamne ces intellectuels, autant je condamne ces mouvements, ces faux mouvements tribalistes de la société civile, autant vous inscrivez la base. Écoutez, la base, parlons-en. Parce que vous avez entendu dire que vous avez été en contact avec elle, vous avez dit écoutez, qui sont comment je rencontre la base, Jean-Jacques Zé? Je crois que nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Je suis membre du comité central, missionné en France. Je vais prendre contact avec les mouvements politiques en France. À l'époque, le Parti Socialiste et l'UMP. Alors, dans cette autre mission politique, parce que nous sommes en train de préparer un certain nombre de choses politiquement autour du parti du chef de l'État, et ils écrivent dans les réseaux, si Messanga vient, on va le faire ceci, on va l'égorger, on va taper. Je suis descendu de l'avion. Et j'ai dit, je suis à tel endroit, à telle heure. Si vous devez me tuer, alors que nous sommes dans un système démocratique, je me livre. J'ai donc été invité par un de vos confrères, Jacques Moifo, à une chaîne de télévision. Pendant que j'étais sur cette chaîne de télévision, on m'a dit que la base est en bas. J'ai dit, bon, je m'en vais.
Et quand je suis sorti de cette émission, je vous assure, contrairement à ce qu'on dit, ils m'ont dit, professeur, nous, vous écoutons, nous ne sommes pas contre vous, mais nous avons tout simplement voulu vous faire passer un message pour le président de la République. Et le message était quoi? Mais le message était que le Cameroun va mal. Certains parmi nous étaient étudiants. Ils ont été... Parce qu'à la base, on retrouve beaucoup d'anciens membres du Parlement. Ils ont été chassés de l'université. Oui. Et ils nous disent que votre discours est peut-être celui qui peut être le pont aux ânes entre le pouvoir et nous. Et certains parmi nous aussi, et ça c'était quand même l'impossible, hein, je l'ai dit d'ailleurs peut-être ces amis de la base qui étaient avec moi, notamment leur porte-parole, je l'ai dit à la télévision aussi, Stéphane Tchoumbou, je n'étais pas d'accord, nous voulons que Paul Biya parte ou rien. Alors à partir de là, je leur ai dit, écoutez, je vous ai compris, je vais transmettre le message. Je voudrais même vous dire qu'à la fin, dans le véhicule de mon fils, qui était accompagné, qui était à mes côtés, certains rentraient à pied. Et il était 3 h du matin, j'ai terminé l'émission à 23 h. Mais j'étais dans la voiture avec eux. Je suis allé déposer ces gars de la base, certains chez eux. Nous nous sommes dit au revoir. Et je vais vous dire quelque chose. Les agissements actuels, vous qui les connaissez, oui. On ne vous a pas senti condamné fermement ces agissements? J'ai condamné. Oui. D'ailleurs, vous voulez que je vous fasse une confidence? Allez-y. Je me rends en mission académique en France. Après-demain. Je rappelle que vous enseignez également là-bas. J'enseigne. Sorbonne. Oui, oui, oui. Paris 1, Paris 2, Antilles-Guyane. Et j'interviens aussi à Haute Études Internationales. Et puis, en plus de l'IRIC et d'autres établissements, même si à l'IRIC, j'ai été très secoué. Donc vous êtes régulier donc en France. Oui, je suis... Vous allez après-demain. Un chercheur, vous savez, parfois certains me trouvent frimeur. Quand je porte un costume fonction comme master, ce n'est pas l'argent du Cameroun. Je n'ai pas le souci. Je n'ai pas de problème. Parce que vous n'avez pas faim. Certains bousculent l'escarcelle académique. Regardez le jour où on me dit Agaroua, injustement, par mon frère et ami Fabien Ndongo, qui m'envoie injustement Agaroua. Je suis à la télé. Si je mens, qu'un seul professeur de lyrique démente. Après Pondy, spécialiste en RI, Laurent Zang, Ngwakoli, Dieudonné Yono, je suis dans le domaine le seul professeur pur de relations internationales. Et donc vous n'avez... Je ne suis pas en train de vous dire que les autres sont mauvais. Oui. Les autres sont bons, mais ils sont dans les politiques publiques. D'ailleurs, techniquement, j'en profite pour passer un message. Lorsque vous faites relations internationales, dans les relations internationales, il y a les politiques publiques. Puisque l'action publique internationale en matière de droits de l'homme, politique économique, politique sécuritaire, impose une vision aux États. Mais dans les politiques publiques, c'est la science politique de soi. On a sacrifié les étudiants qui nous écoutent. Qu'ils fassent des messages. On a sacrifié des étudiants parce que mes amis, les femmes Ndongo et autres, voulaient régler leur compte politique. Et ça n'avait rien à voir avec la politique actuelle. Mes prises de position politique n'avaient rien à voir avec ma carrière universitaire. Oui. Alors, mais je reviens donc sur la base. Oui. J'ai condamné, et la confidence, la énième, hein, je vais à Paris, je vais faire, après mon séjour académique, j'ai une conférence qui porte sur le Cameroun, quel Cameroun post-octobre 2025. Oui. Je vais la faire, cette conférence, à Bruxelles. La base sera là. Les Camerounais seront là. Vous serez informés. Je vais la faire à Paris. Je vais intervenir à Genève. Je vais aller en Hollande. Je serai là. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, j'arrive avec cette conférence. Quel Cameroun post-2025? Bon, moi, je crois que lorsque vous voyez donc les tueries à Bamenda, ce sont les Bamileke ou la base. Lorsque vous voyez ce qui se passe avec Boko Haram à l'extrême nord, ce sont les Bamileke et la base. Lorsque vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, la grève OTS, on n'a jamais réglé ce problème, ce sont les Bamileke et la base. Je peux vous prendre des exemples. C'est des faux débats. Bon, et puis, alors, dans la distraction. Écoutez, oui. Chaque groupe ethnique, à un moment donné, si vous jugez l'action
de certains individus par leurs ennemis, je vais dire que ce n'est pas juste. La base est un mouvement de contestataires. Certains viennent vous dire, oui, ils sont majoritairement de l'Ouest. Et les ambazoniens, c'est la base qui a créé Ayabacho Lucas, qui est un ambazonien. Est-ce que vous avez appris que les Bamileke ont pris des armes? On a pris des armes à Bamenda. On a pris des armes. Ceux qui ont pris des armes, c'est Ayabacho Lucas. C'est les tapants Aïvo. Vous l'avez dit, pour régler tout cela. Les tapants Aïvo. Pour régler tout cela, c'est bien gouverner le pays. Les Eric Tato. Oui. Je reviens, attendez. Oui. Jean-Jacques, quand vous avez affaire à un homme politique, doublé d'une casquette universitaire, oui. Vous êtes gâté. Ah, je crois que les vous comprenez? Oui. Mais regardez, quand vous prenez Ayabacho Lucas, Tapan Aïvo, Eric Tato et bien d'autres, ambassadeurs de Defense Force, ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Donc vous comprenez donc qu'il y a une cantophobie que moi, M. Sanganyam dit, qui ne suis pas du MRC et qui ne suis pas proche de Camto. Je voudrais ici saisir l'opportunité de votre émission pour dire Camerounais, arrêtez. Vous ne pouvez pas traiter les Bamileke comme ça. Arrêtez. Regardez-nous dans les yeux. Regardez-nous en face. Arrêtez cette affaire. D'accord. Parce que quelques individus organisés disent Biya doit partir absolument parce que nous soutenons, même s'ils soutiennent Camto, vous mettez à dire que c'est un complot Bamileke. Maintenant, je vais plus loin et je m'arrête là. On va sortir par là. On va sortir par là. J'aime illustrer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des radicaux ou des personnes, des contestataires, je préfère ce mot, parce qu'il faut être élégant aussi, hein, dans le langage. Hein. Des contestataires comme J. Remingono. Il est quoi? C'est pas un Ewono. C'est un Ewono. Bon, quand vous prenez Valsero, c'est un Ewono. Il est étonne. Voilà, étonne. Ma mère est étonne, non, c'est ma grand-mère qui est Ewono. Oui. C'est un bon étonne. Cet étonne là-bas, il agit comme un étonne. Vous voyez pas qu'il est, il est fou comme un étonne. Bon, mes oncles, c'est mes oncles, c'est votre oncle. Ce sont mes oncles, mais je les taquine souvent. Ça veut dire qu'Awana Tenkwal, c'est 15 minutes pour qu'on revienne. Malheureusement, les 15 minutes de folie, Valsero, lui, les a chaque heure. Bien. Alors, maintenant, quand vous allez plus loin, regardez Patrick Nouma. Patrick Nouma. Ce n'est pas un étonne. Bon, maintenant, revenez maintenant. Regardez cette charmante dame, cette brave dame, cette intellectuelle, Marlène Mvuto, qui se dit persécutée. Vous savez, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Les gens écoutent Marlène Mvuto. Elle n'est pas boulot. Elle est boulot. Bien, alors quand vous allez vous dépasser dans cette dynamique, pourquoi les gens ne se focalisent pas pour dire que, même le commissaire est béni, pour dire que oui, hein, les bêtis, les anglophones, les Bamileke, etc. et les autres sont contre Paul Biya. Regardez l'opposition. Votre frère de l'Est là, Olivier Billet, il est pour Paul Biya. Non. Mais vous voyez, vous avez encore d'autres, la Keremouna. Vous avez, mais pourquoi les Bamileke ne peuvent pas librement dire qu'ils ne soutiennent pas le régime et qu'ils n'en veulent plus? C'est pourquoi moi je pense que... Pourtant c'est la démocratie que le Paul Biya a. Oui, il faut arrêter. Et qu'on respecte les opinions des comprenez? Donc c'est pourquoi, Jean-Jacques, votre émission qui est très forte, je voudrais dire aux gens que regardons les problèmes de gouvernance. La gouvernance, actuellement, à travers des approximations, n'est pas bonne. Quand vous le dites, les gens sursautent. On va régler son compte. Et vous savez, on a tué beaucoup d'intellectuels parce qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que quand vous regardez les scarcelles universitaires, regardez les recteurs, les vice-recteurs, les doyens, les chefs de département, c'est des tombes. Parce que je vous assure que si je félicite au moins le ministre de l'Enseignement supérieur, avec lui, quand vous levez la tête contre le régime, il vous tape dessus. Et vous le félicitez. Mais j'en suis victime. Et vous le félicitez. Je le félicite parce que, à un moment donné, oui, il faut le féliciter. Parce qu'il montre que, à un moment donné, les voix choisies par Paul Biya ne sont pas de bonnes voix. Le président, lui, il a ouvert l'expression. Donc, et vous allez voir, les intellectuels sont malheureux. Ils sont comme des prisonniers de goulag. Allez voir comment les universitaires se comportent. À un moment donné, il faut arrêter ça.
et donner cette liberté. D'accord, on va arrêter l'émission parce que là on a débordé de quelques minutes. Voilà, malheureusement, Jean Zagzé. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Vous écoutez. D'ailleurs, on a des milliers de messages de félicitations. Vos élèves, des étudiants d'aujourd'hui et autres qui appellent, qui écrivent, d'autres qui interrogent quand même la position de l'intellectuel camerounais. On aura l'occasion de revenir sur ce plateau. On vous accorder 3 minutes pour lire au moins leur message. Alors, même si c'est 2 ou 3. Allez, on va arracher. On va arracher ces 3 minutes-là parce que c'est pas tous les jours qu'on a. Mais moi, je ne parlerai plus. Mais je vous remercie pour l'invitation. Je rappelle que ce plateau est ouvert. On aura l'occasion de recevoir des invités en échange, en entretien dans le grand soir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Mes salutations particulières à mon enseignant, le grand méthodologue de la recherche approfondie, le professeur Messanga, qui nous a vraiment inspiré durant notre parcours académique à Lyrique. C'est Ekani du quartier Oja qui envoie ce message-là. Alors, Messanga, laisse-nous un peu tout ce que tu viens de citer là, exemple Valsero, vraiment, il faut quitter le fond. Je ne sais pas où vous avez trouvé Valsero en train de fumer, c'est que vous êtes là, ça n'engage que vous. Franchement, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut que ces gens-là arrêtent. Ça, c'est pour conclure avec vous, relativement à ces propos qui visent à diviser et interdire à certains de ne pas rêver comme c'est naturel d'être au président de la République. Tous les Camerounais, la Constitution n'a pas interdit une ethnie, une région. Allez, il faut aller à la course qui passe par les